Et si l'homme responsable de l'un des plus grands génocides de l'histoire était, pour son entourage le plus proche, un patron attentionné et presque paternel? C'est le témoignage troublant de Rochus Mich, l'un des tout derniers soldats à avoir quitté le bunker d'Hitler. Téléphoniste, garde du corps, homme de confiance. Il a tout vu, tout entendu. Mais jusqu'à sa mort, il n'a exprimé aucun regret. Voici les souvenirs glaçants de l'un des derniers témoins de la chute du Troisième Reich, un homme ordinaire au service d'un monstre. Comment peut-on passer 5 ans aux côtés d'Adolf Hitler, le voir chaque jour, lui servir de coursier, de standardiste et de protecteur, pour ensuite déclarer qu'on ne regrette rien? C'est toute l'énigme Rochus Mich. Son histoire n'est pas celle d'un haut dignitaire nazi, ni celle d'un idéologue fanatique. C'est l'histoire d'un petit rouage, d'un soldat qui, selon ses propres mots, ne faisait qu'obéir aux ordres. Son témoignage soulève une question profondément dérangeante. Où se termine la loyauté et où commence la complicité? Né en 1917, Rochus Mich connaît une enfance difficile. Orphelin à l'âge de 2 ans, il est élevé par ses grands-parents dans une Allemagne meurtrie par la Première Guerre mondiale et les tourments de la République de Weimar. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il cherche une structure, un but. Il pense le trouver dans l'armée. En 1937, il rejoint la SS Verfügungstruppe, qui deviendra plus tard la Waffen-SS. Il est important de comprendre sa motivation de l'époque, qu'il a répétée toute sa vie. Il affirmait s'être engagé pour combattre le bolchevisme, perçu comme une menace existentielle en Allemagne, et non par adhésion idéologique à Hitler. Pour lui, c'était un engagement patriotique. Le destin de Rochus Mich bascule en septembre 1939, lors de l'invasion de la Pologne. Grièvement blessé à la poitrine près de Varsovie, il passe des mois en convalescence. Il reçoit la Croix de fer de seconde classe pour sa bravoure, mais ses blessures le rendent inapte au service actif sur le front. C'est alors que sa vie prend une tournure inattendue. En raison de son service exemplaire, il est recommandé pour une nouvelle affectation, le Führerbegleitkommando, l'unité chargée de la protection personnelle d'Adolf Hitler. En mai 1940, après un entretien, il est accepté. Le jeune soldat de 23 ans vient d'entrer dans le cercle le plus intime du Troisième Reich. De 1940 à 1945, Rochus Mich vit et travaille dans l'ombre du Führer. Il n'est pas un décideur, mais un exécutant. Ses tâches sont variées. Garde du corps, coursier, et surtout, standardiste principal de la chancellerie puis du bunker. Chaque appel, chaque communication passe par lui. Il devient littéralement la voix et les oreilles du pouvoir. C'est cette proximité qui forge son image si controversée d'Hitler. Loin du démagogue hurlant à Nuremberg, Mich décrit un tout autre homme dans la sphère privée. Il parle d'un patron normal, calme, presque affable. Il raconte des scènes surréalistes qui contrastent violemment avec la brutalité du régime, comme voir Hitler prendre le thé avec la cinéaste Leni Riefenstahl ou observer les lapins dans le jardin de son refuge bavarois, le Berghof. Mich insistait sur le fait qu'en privé, Hitler n'était ni un monstre ni un surhomme. Il l'appelait Der Chef, le patron. Un terme qui témoigne d'une relation de subordination loyale, celle d'un employé dévoué. Mich était présent lors des dîners, il entendait les conversations, il voyait les doutes et les colères du Führer. Mais selon lui, les sujets les plus sombres, notamment la solution finale, n'étaient jamais abordés devant le personnel subalterne. C'est là que réside tout le paradoxe de son témoignage. Il voyait l'homme, pas le bourreau. Et cette perception ne le quittera jamais. Avril 1945. L'étau se resserre. Berlin est une ville en ruine, encerclée par l'armée rouge. Le Troisième Reich, qui devait durer 1000 ans, vit ses dernières heures à 12 mètres sous terre, dans un labyrinthe de béton et d'acier, le Führerbunker. À son poste de téléphoniste, Rochus Mich est au centre névralgique de cette fin du monde. Il décrit une atmosphère suffocante, un lieu étroit, sombre, oppressant. L'air est vicié par la fumée et le bourdonnement constant des générateurs. La paranoïa est palpable. Les ordres qu'Hitler hurle au téléphone deviennent de plus en plus délirants, déconnectés de la réalité militaire. Le Führer refuse d'admettre la défaite, crie à la trahison et accuse ses généraux de l'avoir abandonné. Mich est le témoin impuissant de cette désintégration. Il connecte des appels vers des armées fantômes. Il transmet des ordres qui ne seront jamais exécutés. Il voit les visages défaits des derniers fidèles, comme Goebbels et Bormann, qui continuent de jouer la comédie du pouvoir alors que le bruit des canons soviétiques se rapproche.
Le bunker est devenu une tombe, un théâtre de l'absurde où chacun attend une fin inéluctable. Les derniers jours sont une succession d'événements hallucinatoires. Le 29 avril 1945, au milieu du chaos, Mich assiste à une scène irréelle, le mariage d'Adolf Hitler et d'Eva Braun. Une cérémonie macabre célébrée à la hâte, alors que les bombes pleuvent en surface. Le lendemain, le 30 avril, tout bascule. Vers 15h30, la tension est à son comble. Mich est à son standard, à quelques mètres des appartements privés du Führer. L'agitation monte. Des portes s'ouvrent. Le secrétaire personnel d'Hitler, Heinz Ling, ouvre la porte du petit salon, et Mich jette un œil. Ce qu'il voit restera gravé dans sa mémoire. Hitler est affaissé sur une table. À ses côtés, recroquevillé sur le canapé, se trouve Eva Braun. Le couple vient de se suicider. Mich est ainsi l'un des tout premiers à constater leur mort, juste après que Linge et Otto Günsche soient entrés dans la pièce. La suite n'est que des bandades. Il voit les corps, enveloppés dans des couvertures, être transportés à l'extérieur pour y être brûlés. La chaîne de commandement se brise. C'est le sauve-qui-peut. Joseph Goebbels, chancelier d'un jour, se suicide avec sa femme le lendemain, après avoir empoisonné leurs 6 enfants. Rochus Mich, lui, reste à son poste, comme un automate, jusqu'à ce qu'on le libère de son service. Le 2 mai 1945, il quitte le bunker parmi les tout derniers, tentant de fuir à travers Berlin avant d'être capturé par les troupes soviétiques. Sa capture marque le début d'un long calvaire. Rochus Mich passe 9 ans dans les camps de prisonniers soviétiques, notamment dans la terrible prison de la Loubianka à Moscou. Les soviétiques le torturent, convaincus qu'il détient des secrets cruciaux. Mais Mich n'est qu'un standardiste, il n'a que ses souvenirs à offrir. Libéré en 1953, il retourne à Berlin et reprend une vie discrète, ouvrant un commerce de peinture. Mais son passé le rattrape. Il est le dernier témoin du bunker, une source historique vivante que les journalistes du monde entier veulent interroger. Et c'est là que le personnage devient profondément troublant. Jusqu'à sa mort en 2013, à l'âge de 96 ans, Mich n'exprimera jamais le moindre remords. Sa justification, glaçante de banalité, est toujours la même. Il n'a fait que son devoir de soldat. Il se voit comme un simple exécutant, un employé loyal qui n'a pas à juger son patron. Ce n'était pas mes affaires, dira-t-il des atrocités du régime. Il nie toute implication, se retranchant derrière son rôle purement technique. Cette absence de culpabilité choque et indigne, illustrant ce que la philosophe Hannah Arendt a appelé la banalité du mal. Des hommes ordinaires participant à l'horreur par pure obéissance, sans jamais questionner la moralité de leurs actes. L'histoire de Rochus Mich est profondément déstabilisante. Elle nous confronte à la psychologie complexe de la loyauté et de l'obéissance aveugle. Si ce genre d'exploration des zones grises de l'histoire vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En 2006, il publie son autobiographie « Der letzte Zeuge », le dernier témoin, qui devient un best-seller. Dans ce livre, il raconte son histoire factuellement, presque froidement, sans jamais porter de jugement moral. Pour les historiens, son témoignage est une source primaire inestimable sur la vie quotidienne du cercle intime d'Hitler. Cependant, les experts mettent en garde, la vision de Mich est celle d'un homme du rang, partiel et biaisé par sa loyauté. Pendant des décennies, il a été présenté comme le dernier témoin du bunker. Et même si l'on a appris depuis qu'une infirmière, Johanna Ruff, était en fait la dernière survivante connue, décédée en 2023, Mich reste la source la plus détaillée sur les tout derniers moments des dirigeants nazis. Son cas alimente un débat crucial. Quelle est la responsabilité individuelle des petits rouages d'une machine criminelle? Pour ses critiques, son silence et son absence de regret participent à la banalisation de l'horreur du régime qui l'a protégé. Alors, que retenir de Rochus Mich? D'un côté, le témoin unique qui nous offre une fenêtre sur les derniers instants d'un tyran. De l'autre, l'incarnation d'un aveuglement volontaire, d'une loyauté qui refuse de voir le mal en face. Son histoire ne donne pas de réponse facile. Au contraire, elle pose la question la plus dérangeante qui soit. Aurions-nous été différents à sa place? Aurions-nous eu le courage de voir le monstre derrière le patron? L'histoire de Rochus Mich est le miroir inconfortable de la facilité avec laquelle un homme ordinaire peut se retrouver au service de la barbarie et ne jamais le regretter. Qu'en pensez-vous? La loyauté d'un soldat peut-elle tout excuser? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.